Oui. On reprend. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, on doit calculer le volume de gravier à poser dans l'espace annuel. Parce qu'avec la foration a entraîné en quelque sorte une certaine déstabilisation, d'accord, dans la paroi. Donc on va parler en fait d'éboulement, de tassement, tout ce que vous voulez. Maintenant, il faut en quelque sorte, avec la pose du massif filtrant, le massif filtrant va créer une certaine stabilisation dans le trou du feu. Et c'est ce que nous allons faire. Avec le calcul du volume du gravier, on va savoir exactement s'il se pose un problème, parce que définitivement, on doit trouver exactement le volume du gravier qui doit être posé dans ce massif, dans ce espace annulaire. Et si tel n'est pas le cas, on saura déjà s'il y aura des pertes de charge au moment de l'exploitation de l'ouvrage de vaisseau. Des pertes de charge linéaires, des pertes de charge quadratiques, tout ce que vous voulez. Donc, ce sont des informations que vous aurez à l'avance, et c'est la raison pour laquelle donc, il est vraiment important de calculer le volume du gravier, d'accord, à poser dans l'espace annulaire. Non seulement ça va créer une certaine stabilité dans le trou du fourrage, c'est-à-dire dans l'espace annulaire entre le trou du fourrage et le tubage, mais également ça va enrober parce qu'on parle de gravier additionnel ou massif filtrant. Parce que donc, le gravier doit définitivement enrober toutes les parties là où se trouvent les tubes crépinés. C'est une sorte de filtre naturel à travers lequel l'eau ne va pas repasser. Donc quand on parle d'enrobage en quelque sorte, tout le gravier doit se trouver dans le pourtour des tubes crépinés. Il y a un autre élément qui va nous intéresser également, donc il y a la qualité du gravier, d'accord, qui doit entrer en ligne de compte. Donc si le gravier n'est pas bien roulé, si on respecte en quelque sorte, on ne respecte pas en quelque sorte la qualité du gravier, il se pourrait en fait qu'il y a des tubes crépinés, d'accord, qui ne sont pas totalement enrobés. Et là maintenant, un certain volume, d'accord, de gravier va rester en surface, et là certainement, donc, ce tube crépiné, d'accord, ne sera pas enrobé. Donc si le gravier n'est pas bien roulé, n'est pas bien tamisé, donc on va avoir des problèmes au moment de l'exploitation de l'eau. Donc c'est la raison pour laquelle il est vraiment intéressant de savoir exactement le volume du gravier, de savoir approximativement le volume du gravier qui doit être posé dans l'espace annulaire. Moi, nous venons pour que tout baja qui est à 35 mètres, moi, pas donner ça sur ta tableau à la image là. Non, je viens d'ajouter la hauteur du tubage. Par exemple, là, nous avons le trou du fourrage, d'accord, qui est égal à 100 mètres. Donc, vous voyez ce qu'il y a en bas. À partir de là, ça, c'est l'arrachement encore de substratum. Puisqu'on est en train de construire un fourrage d'exploration, il se pourrait en réalité qu'on peut aller au-delà, d'accord, de la formation de la nappe aquifère. Si arrivé ici, on trouve qu'il y a du sable ou bien du gravier, d'accord, à 35 mètres, donc on sait qu'on va équiper jusqu'à 35 mètres. Mais puisqu'il s'agit d'un fourrage d'exploration, on peut aller au-delà de 35 mètres, d'accord, et à partir d'une certaine profondeur, donc on laisse tomber. Donc là, on dit maintenant qu'il s'agit d'abord du roche, enfin de l'arrachement ou encore du substratum. D'accord? Donc c'est exactement ce que je vous avais dit, en fait, pour une zone comme Vieux-Michel et autres, ou encore dans le plateau central, où à une certaine profondeur, on va trouver en fait que de la formation manneuse, mélange de calcaire et d'argile. D'accord? Donc la hauteur du tubage est de 25 mètres. D'accord? On continue. Et là maintenant, à l'aide de la sonde à gravier, on contrôle que le massif se trouve à 9 mètres pour un volume inférieur à celui calculé. D'accord? Donc si, par exemple, approximativement, on trouve que sensiblement, d'accord, on trouve VG sensiblement égal à 5 mètres cubes. D'accord? On trouve VG égal à sensiblement 5 mètres cubes. Donc là, maintenant, on dit qu'à l'aide de la sonde à gravier, on contrôle que le massif se trouve à 9 mètres pour un volume inférieur à celui calculé. C'est-à-dire, si on doit poser le gravier à 35 mètres, d'accord, par rapport au sol,
D'accord? Donc, on va mettre en fait sur le terrain, tout près, en fait, on va mettre sur le chantier, d'accord, les 5 mètres cubes qui, d'accord, le volume de gravier qui doit être posé. Maintenant, si déjà à 9 mètres, on trouve déjà qu'on est déjà à même le sol, c'est-à-dire que se pose un problème dans l'espace annuel. Peut-être il y avait un problème d'éboulement, peut-être il y avait un problème de tassement, ou encore, donc en descendant, en posant le tubage. Donc si encore, donc, tout dépend en fait de la qualité du tubage encore, des types de crépines que nous avons. Et maintenant, donc si maintenant le gravier passe à l'intérieur en fait de ces crépines et autres, d'accord, donc cela veut dire que, d'accord, on ne va pas, la partie, les tubes crépinés qui sont en dessous, d'accord, ne vont pas être en haut B. Donc c'est la raison pour laquelle, donc tout dépend également de la qualité du gravier, ça va rester en surface. Est-ce que vous comprenez? Et c'est au moment de l'exploitation de l'ouvrage, après 1 an, 2 ans, d'accord, que ce gravier, d'accord, va occuper, d'accord, cet espace qui est au fond. Donc la sonde à gravier permet de savoir si, oui ou non, d'accord, tous les tubes crépinés ont été en haut B, et c'est ce qui va faciliter le fonctionnement normal du fourrage en question. D'accord? Donc, à l'aide de la sonde à gravier, on contrôle que le massif se trouve à 9 mètres pour un volume inférieur à celui. On aurait dû poser, c'est-à-dire 5 mètres cubes, alors qu'on est déjà à 3 mètres cubes, donc on est déjà à 9 mètres. Donc c'est-à-dire qu'il y a un problème. Peut-être au moment de la construction, donc on a un problème d'éboulement ou encore un problème au niveau des tubes crépinés que nous avons. Là, il faut faire attention parce que définitivement, quand on va exploiter le fourrage à l'avenir, d'accord, donc on va avoir des pertes de charge, des pertes de charge quadratiques qui seront néfastes en quelque sorte pour l'exploitation de l'ouvrage. Ça va? Maintenant, donc ça c'est pour le calcul du gravier. Gravionnage, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Et comme je vous avais envoyé en quelque sorte la vidéo, vous allez voir en quelque sorte à partir de ça comment on a procédé, d'accord, pour poser le gravier dans le trou. C'est là encore c'est un autre problème. Tout dépendra également de la qualité du gravier. Est-ce que c'est un gravier roulé? D'accord, c'est la raison pour laquelle en Haïti, on parle du gravier qui se trouve dans le sud-est encore et au Nubé. Donc là maintenant, si c'est bien roulé, c'est bien tamisé également, ça va descendre jusqu'au fond. Donc pratiquement, il n'y aura pas de problème. Et maintenant, au moment du développement de l'ouvrage, parce qu'on va chercher à éliminer toutes les particules fines qui se trouvent dans le fourrage. Et pour immédiatement après la pose du gravier, on va passer au développement qui est encore une opération très importante dans la réalisation de fourrage, de la construction de fourrage. La c'est-à-dire c'est exactement donc nous allons commencer avec une phase très intéressante. C'est que le développement, vous allez comprendre avec moi, vous allez faire un travail au ménage. Si on laisse dans le trou le cake ou encore dans la paroi du fourrage, le cake, est-ce qu'on va pouvoir exploiter le fourrage? Non. À cause du colmatage. À cause du colmatage. Parce que définitivement, c'est le fourrage retard et circulation inverse. C'est cette méthode, c'est cette technique qui avait permis en quelque sorte de réaliser, d'accord, d'atteindre la profondeur désirée, d'accord, pour le fourrage, pour ce fourrage à circulation inverse. Ça, c'est le premier problème. Donc, on avait utilisé, c'est-à-dire la bouffe bétonitique pour colmater la paroi, d'accord, lequel colmatage va faciliter la foration. Deuxième problème qu'on va avoir. Donc, si on n'arrive pas à bien développer le fourrage au moment de l'exploitation, donc on va avoir des venus de
Non, pas des venues de boue. Parce que définitivement, à ce niveau, nous avons certainement des formations sableuses ou encore des formations graveuses. Ce sont des solutions résistantes. D'accord? Donc, cela ne veut pas dire pour autant. Donc, cette formation-là, les sables vont se trouver, d'accord, à même plus de kilomètres. D'accord? Donc, au moment de l'exploitation de l'ouvrage, d'accord, donc ces sables, les particules fines, auront toujours tendance à venir passer à travers les tubes copines, parce que toute l'eau du foie doit passer par les copines. Donc, si il y aura des venues de sable à travers ces copines, donc, s'il s'agit d'un fourrage artésianisme, s'il s'agit des zones artésiennes, ascendantes, donc c'est ça, d'accord, donc ces sables vont passer à travers la copine de là. Donc, on va faire en quelque sorte la pompe qui doit exploiter, qui doit prélever l'eau du forage. En conclusion, on dira que le développement éloigne du forage. Trois grands mots MAIX du forage qui sont le colmatage, les venues de sable et la perte de la pompe et la perte de l'eau. Donc le développement éloigne du forage, trois grands mots. Le développement éloigne du forage, trois grands mots qui sont le colmatage, les venues de sable et ensuite la perte de la pompe. La perte de la pompe. Le développement éloigne du forage, trois grands mots qui sont le colmatage, les venues de sable et ensuite la perte de la pompe. Donc, c'est la raison pour laquelle nous allons maintenant procéder là, comme certainement vous avez apporté les copies avec vous. Nous allons voir les différentes méthodes qu'on peut utiliser pour développer un forage. Donc, vas-y. J'ai visualisé une vidéo par le forage. On avait dit que après la pause du dernier, on va poser le gars jusqu'au niveau de la dernière tube. De la première tube. À la base de la première tube. Après la pause du premier tube, le tube combiné. Oui, du premier tube. Non, du premier tube plein. Après, on va poser du ciment. Après, on va encore poser du gravier au niveau du cuvelage. Bon, justement, je te comprends. Ça, c'est la phase, ça c'est la phase finale du travail. Et c'est exactement ce que nous aurons la semaine prochaine. C'est après cette compagnie. Semaine prochaine, D'accord? Donc, au moment, c'est-à-dire de faire les essais de pompage, on doit évacuer en quelque sorte l'eau qui sort du foie. C'est la raison pour laquelle on considère l'assainissement comme le corollaire d'accord de l'eau. D'accord? Donc là maintenant, si on ne construit pas un canal, d'accord, on ne construit pas un canal pour drainer l'eau qui doit sortir du fourrage, inévitablement ça va retourner au fond, dans le fourrage. Donc c'est la raison pour laquelle, après les essais de pompage, quand on aura totalement terminé, c'est-à-dire avec les essais de pompage, on fera une sorte de cimentation, d'accord, pour isoler, d'accord, le fourrage de la partie superficielle, D'accord? C'est bien ça? Oui. Ah bien, d'accord. D'autres questions, s'il vous plaît? Non, mais c'est la classe inversée, Encore, maintenant vous utilisez 0,785, donc j'ai vu que vous avez visé ça, donc c'est pi sur 4. Donc dans la vidéo, j'ai vu qu'on utilise 0,8 et ce coefficient est déterminé à partir de l'espace entre les copines. L'espace entre les copines? Oui, on a dit que c'est le coefficient. Pour calculer le volume du gradient? Oui, c'est 0,8. 0,8. D'accord. Et arrondi. Non, mais c'est pas trop difficile. Parce que vous avez les deux diamètres.
Exactement. Donc vous avez un travail de recherche. Vous avez le diamètre du trou, vous avez le diamètre du tubage. Non, on a fait la différence, oui, mais comme coefficient de direction pour 8, pour le Au lieu de 0,143, donc il y a un arrondi. Non, justement, on a majoré en quelque sorte. Il y a un arrondi à l'unité. Non, mais regardez ce que j'ai mis ici. C'est sensiblement. C'est sensiblement. Mais c'est la formule, c'est pi de carré 4, d'accord, c'est ça. D'accord, mais je dis sensiblement. On ne va pas trouver exactement le volume. D'accord. Vous donnez des amis uniformes composés essentiellement soit d'éléments grossiers à l'exclusion de sable fait de d'argile, soit d'éléments très fins à l'exclusion de gaz. On continue. Ils sont en général. S'il vous plaît. Vous avez la copie, hein, d'accord? Donc vous suivez avec. Ils sont en général au nombre de 6 quand le forage n'est pas artésianisme jaillissant. Ce sont autodéveloppement, surpompage, pompage alterné, pistonnage et pliage, développement à l'air lift et développement par lavage au jet. Donc en général, on considère qu'il y a 6 méthodes pour développer un forage. Donc vous, les futurs investisseurs enfin de ce pays, vous allez en quelque sorte avec vos amis en politique et là vous allez d'accord investir dans la construction de l'État. Donc il se pourrait en réalité qu'on arrive c'est-à-dire à investir soit en achetant une machine, une foreuse, ou encore en achetant des tubes, ou encore en achetant c'est-à-dire un compresseur pour construire un foyer. C'est-à-dire, comme je vous l'avais déjà dit, il faut au minimum, au grand minimum, 5 personnes, d'accord, pour faire fonctionner, d'accord, pour mener les affaires. Donc, on ne va pas, c'est-à-dire faire mener les choses de façon isolée, d'accord. Donc, il y a, c'est-à-dire, on doit chercher à établir une certaine confiance, d'accord, entre vous, pour définitivement donner une chance de développement à ce pays. Donc, les 6 méthodes qui doivent être utilisées se trouvent très bien détaillées dans cet ouvrage. Et après, madame, on va commencer avec la toute première méthode. Et c'est à ce niveau qu'il faut faire attention, et c'est la raison pour laquelle j'ai apporté ce travail. Vous qui serez demain des coordonnateurs de projet ou encore des directeurs de projet, la FENI va réaliser un projet, c'est-à-dire la construction du forage, aura toujours tendance à vous remettre le forage sans même faire le développement. Parce que le responsable de la FEM, c'est inévitablement d'accord qu'on va exploiter le forage à l'aide d'une pompe. Donc même si on ne fait pas le développement, donc ce sera quelque chose d'automatique. C'est la raison pour laquelle on parle de autodéveloppement. Et c'est ce qu'elle va nous dire maintenant. L'autodéveloppement. L'autodéveloppement est une opération très lente, destructrice et sans effet sur les ponts de sable. L'expérience a montré que seul un développement bien conduit peut disloquer les ponts de sable de l'espace annulaire, modifier les arrangements des particules et ouvrir la formation au libre passage du courant aquifère. D'accord, on parle de pont de sable. Si le gaz n'est pas bien mis, si ce n'est pas bien tamisé en quelque sorte, donc le sable, c'est-à-dire, comme on a vu avec le sac, donc les sables, tout dépend des diamètres en quelque sorte, ils vont toujours rester à une certaine hauteur sans atteindre d'accord la partie basse d'accord de l'ouvrage en question. Alors qu'on cherche à enrouler tous les tubes crépinés puisqu'on parle de pose de massif filtrant. Donc quand ça reste en surface comme ça, d'accord, on parle d'accord de pont de sable. Donc c'est après 1 an ou 2 ans qu'on va continuer à exploiter le fourrage, puisque maintenant, donc il va y avoir d'accord la pompe qui fonctionne normalement. Donc ces ponts de sable qui existent en surface vont pouvoir descendre au fur et à mesure qu'on exploite, d'accord, qu'on exploite le fourrage. Et là maintenant, puisqu'il y avait enfin des particules fines dans ces ponts de sable, donc ces particules fines vont descendre enfin à ce niveau et vont constituer ce qu'on appelle des fluides de sable et vont constituer un autre problème pour le fourrage parce que ces fluides de sable vont en quelque sorte briser la crépine de la donc c'est le développement, d'accord, le développement qui doit épargner le fourrage de ces 3 mots, le colmatage, les fluides de sable et la peine de la on continue. Et donc, deuxième méthode.
Super-Théorie, merci. Surpompage. Les informations fournies par les forages d'exploration sont d'une importance capitale. Elles peuvent aider à connaître déjà le débit d'exploitation de la nappe qui peut faciliter le développement par surpompage. Le surpompage, c'est la technique de développement par pompage à débit supérieur par équipe. L'opération consiste à augmenter temporairement le débit au-dessus de celui choisi par l'exploitation. C'est-à-dire, si le niveau de forage peut débiter 75 ou 80 mètres cubes par heure, le surpompage consistera en le développant par l'installation d'une pompe de 100 mètres cubes par heure minimum. Donc, c'est la raison pour laquelle on doit faire l'inventaire des points d'eau existants. N'oubliez pas, nous parlons enfin de forage d'exploration. D'accord, on cherche à comprendre les comportements hydrodynamiques, hydrochimiques, d'accord, de système aquifère. Donc là, ce n'est pas là qu'on va, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser pour exploiter le forage. Ce n'est pas avec cette pompe qu'on va faire cette forage. D'accord? Donc là maintenant, en faisant l'inventaire de tous les points d'eau existants dans ce bassin versant, donc on verra d'abord qu'on est en train de construire un forage à partir duquel on va exploiter 75 mètres cubes, mais il existe, d'accord, d'autres forages, d'accord, bien avant la règle. Donc, puisque les autres forages accusent un débit de 75 mètres cubes, donc quand on parle de surpompage, donc on va développer le forage avec une pompe, d'accord, qui a un débit supérieur à 80 mètres. Vous comprenez? Donc c'est en ce sens qu'on parle de surpompage, c'est-à-dire la pression qui va être exercée d'accord sur le fourrage, d'accord, donc sera nettement supérieure d'accord au débit, d'accord, qu'on a déjà pour les autres fourrages existants. D'accord? Ricardo, troisième méthode. Troisième méthode, pompage alterné. Le pompage alterné au développement par à coupe est le procédé qui consiste à mettre le forage en production par pompage en provoquant à plusieurs reprises des arrêts brusques de la pompe. Ce procédé consiste à enlever les matières et les détritus en dépôt dans les forages d'eau. On crée ainsi des variations brutales de pression qui ont pour effet de développer la formation. Il s'ensuit de brefs et puissants chocs de pression sur la couche productrice à une fréquence beaucoup plus grande que dans les autres procédés. D'accord, pour alterner, c'est-à-dire on envoie la pression à partir de compression en quelque sorte, d'accord, dans le forage, d'accord. On parle de forage alterné ou pas à coup. Donc on passe le suite, d'accord, et on va se poser. Donc toutes les instabilités vont en quelque sorte se déposer au fond du forage. Ensuite on parle de forage alterné ou pas à coup. Donc à chaque fois qu'on passe en quelque sorte de compresseur, donc toutes les instabilités qui se trouvent au fond vont monter en surface, d'accord, et au fur et à mesure, donc on va faire disparaître en fait toutes les particules fines ou encore toutes les instabilités qu'il y a dans le forage. D'accord, pourquoi? Quand je vais faire présence, il a été né, d'accord, ma beauté ça avec lui. Un autre étudiant, d'accord. Vas-y, quatrième méthode. Quatrième méthode, pistonnage. Suivant le principe, l'outil est un piston actionné verticalement dans les deux sens à l'intérieur du tubage. Il y a un mouvement de remontée et de descente et dans le premier, le piston crée une dépression qui attire le sable fin de la formation vers la crépine. Ce sable traverse vers la crépine. Ce sable traverse la crépine et s'accumule à l'intérieur. À l'intérieur. C'est un beau point. On va descendre au fur et à mesure. C'est pour toi, que nous allons dans la crépine, d'accord? D'accord? 17 pouces. D'accord? On descend, nous montons, d'accord, jusqu'à ce que le crépinier au même le nettoie. Mais écoutez, dans le dos, il y a pas et puis avant, le développement pneumatique est la méthode la plus efficace si elle est bien adaptée et bien conduite. C'est un excellent moyen de développement. Elle permet de combiner l'action de feu et des reflux provoqués par des grands volumes d'air introduits dans le fourrage avec celle de mise en production par Air Life, éjecteur ou émulseur. Mode opératoire.
L'installation comporte un tube d'eau 2 pouces à 10 pouces et un tube d'air 3/4 pouces à 2 pouces et demi qui est généralement placé à l'intérieur du tube d'eau. Les tuyauteries à utiliser seront faites en fonction du débit escompté. Le tableau suivant permet d'établir le rapport entre le débit et les diamètres. Donc, voici le tableau qui... Ok, d'accord, ça va. Donc, c'est exactement ce que je vous ai envoyé. Pour de nous un gros match on va faire un seul de l'eau, d'abord, on injecte de l'eau dans le trou de faux, le trou de toile, etc. Donc, il y a pratiquement 6 méthodes à utiliser pour développer un forage. Et comme je vous l'avais dit lors des cours antérieurs, d'accord, on peut réduire enfin le temps de développement par une autre méthode qui s'appelle quoi? L'alisage. Parce que la tendance, c'est de décolmater en quelque sorte la paroi du trou. Et comme je vous l'avais dit, si on a fait la foration, on a utilisé un crépant de 20 pouces pour la foration, d'accord, pour décolmater la paroi, pour enlever le kick en quelque sorte de la paroi, on peut utiliser quoi? On peut utiliser un crépant de 22 pouces et ça va décolmater en quelque sorte, d'accord, la paroi du trou. Donc au lieu d'avoir le trou de ce côté qui est de 2 pouces, donc on va avoir de préférence le trou, d'accord, légèrement, donc aliser, on va en quelque sorte aliser le trou, c'est-à-dire rendre plus grand, rendre plus large. Donc en faisant, en alisant le trou, donc on va avoir moins de problèmes, d'accord, moins de temps pour le développement. Jusqu'à maintenant ça va. Des questions si vous en avez. Le dernier. Pour le risque de perdre le forage. D'accord? Pour le risque de perdre le forage. Dans ces années pour laquelle on parle de forage d'exploration. Et là, maintenant, puisque, donc, pratiquement, donc il y a un problème de flambage, c'est deux cas. C'est deux cas qu'a posé. L'emballage de flambage. Flambage là, par exemple, la profondeur est de 35 mètres. Mais par contre, il y a un éboulement dans le trou du forage. Boussa qui sortit dans la paroi, quand elle tombe en bas, au lieu que la profondeur totale du tubage à 35 mètres, il vient de 30 mètres. Parce que toute terre sortie, il vient de remplir, d'accord, base forage. Nous là. Donc ça vient de faire que nous faisons un phénomène que nous flambage. Comme toi, d'accord? D'accord, on va voir la définition du flambage. Et là, comme il y a, donc à cause de ce problème en fait pour la dernière pépine, d'accord, on ne va pas pouvoir exploiter. Parce qu'à chaque fois qu'on va passer le compresseur, d'accord, c'est le gravier qui va monter en surface. Donc on ne pourra absolument rien faire. D'accord, on perd, mais pas de façon définitive. Parce qu'il ne peut pas y avoir de forage négatif. Donc on va pouvoir utiliser ce forage à des fins de piézomètre. Comme je vous l'avais montré la fois dernière. D'accord? Donc on pourra prendre des mesures à partir de ce forage quand on aura en quelque sorte à faire des élevages, encore une évolution à mesurer, c'est-à-dire à faire un moniteur. Bon, on ne va pas pouvoir l'exploiter, mais il y a une autre fin à laquelle on peut utiliser le forage. Par exemple, il faut approximativement 250 personnes pour l'utilisation d'une pompe, c'est-à-dire un forage équipé de pompe à bois. Donc les gens de la communauté peuvent s'adresser à l'institution qui est responsable de ce projet, d'accord, pour dire qu'il y a un problème d'eau potable dans la zone. Est-ce que, d'accord, on ne peut pas mettre ce forage à la disposition de la population? Et là maintenant, on ne pourra pas installer une pompe puissante parce que donc, on va observer. Donc il va y avoir des venues de sable, mais on pourra installer une pompe à bois, d'accord, sur ce forage.
Et à partir de là, les gens de la localité pourront l'utiliser à des fins de potabilité. D'accord? Ça va de signer.